cette vidéo, je vais vous présenter le travail de préparation que nous avions fait pour les 3 semaines que nous avons passées en Écosse l'été dernier. Nous sommes retrouvés dans un endroit superbe, sauvage. Je pense que c'est pas la peine de préciser davantage. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en avez déjà envie. Vous ne serez pas déçus, en tout cas nous ne l'avons pas été. Pour cette préparation, je me suis principalement appuyé sur le Reed's Nautical Almanac. Il existe en 2 versions, une version complète qui couvre l'Europe de l'Écosse jusqu'aux Canaries ou aux Açores, et une version Western Almanac qui ne couvre que la Grande-Bretagne et l'Irlande. On va y trouver les ports, les cartes détaillées qui permettent d'y accéder, des informations sur les marées et les courants, j'y reviendrai un petit peu plus tard, et enfin on y trouve un lexique en 6 langues. Je me suis également appuyé sur les guides IMRE, en particulier ceux faits par le Clyde Cruising Club. Ces guides sont découpés en 4 zones qui permettent d'avoir une vision précise des mouillages et des particularités de cette zone. Ces guides proposent d'utiliser les cartes produites par le groupe Antares. Cet ensemble de cartes, nommé Antares Chart, couvre largement la côte ouest de l'Écosse et permettent d'avoir une vision très détaillée de chacune des zones. Ainsi, nous pourrons nous faufiler dans les endroits les plus reculés en toute sécurité. Comme nous sommes dans des lieux très sauvages, il y a très peu de ports. Il faudra donc prévoir les lieux pour faire le plein d'eau ou de gazole. Il est possible de s'arrêter dans quelques ports pour quelques heures, jusqu'à 4 heures, moyennant une somme allant entre 10 et 15 livres. En plus des guides dont je vous ai déjà parlé, je me suis appuyé sur les sites internet sailscotland.co.uk et leur chaîne YouTube, ainsi que sur le site visitmyharbor.com. Vous pourrez trouver dans la description les liens vers tous les sites auxquels je fais référence. S'il y a peu de ports, nous arrêterons souvent dans des mouillages. En général, on tombe sur un fond de sable. Parfois, on peut se retrouver sur des fonds de vase qui peuvent être de très mauvaise tenue. Certains fonds possèdent également une épaisse couche d'algues, ce qui nous a obligés à changer notre programme plusieurs fois. Comme il y a beaucoup d'îles, nous trouverons assez facilement des endroits abrités selon l'origine du vent. Une attention particulière doit être faite aux fermes marines, qui sont indiquées par des bouées jaunes, mais celles-ci sont rarement éclairées. Enfin, on peut utiliser quelques corps morts publics, par exemple les bouées bleues disponibles sur les hébrides extérieures. En plus des guides IMRE et des cartes Antares Chart, je me suis appuyé sur quelques sites. Par exemple le site agurney.com, qui a un ensemble intéressant de mouillages disponibles sur l'ouest de l'Écosse. Et bien entendu navidi.com. Pour la météo, nous nous retrouvons sur un flux d'Atlantique, donc avec des vents plutôt d'ouest ou de sud. Il est à noter qu'en mai et juin, un anticyclone peut se trouver au nord de l'Écosse, auquel cas nous aurons affaire à des vents de nord et ou d'est. La météo est disponible sur la VHF. Après un appel court sur le canal 16, la météo sera fournie sur le canal 10, 62, 63 ou 64 suivant la zone de navigation. Si on veut utiliser des gribes, il faut savoir que le modèle Arome à maille très fine s'arrête sous Dublin. Par contre, le modèle Arpège, avec une grille de 0,5 degrés, couvre la zone. Nous pourrons donc récupérer ces informations via une application telle que Xigrib. Pour la houle, le modèle EWAM couvre la zone, mais il n'est pas d'une maille assez fine pour faire le contour des îles et des lochs. Si on n'utilise pas Xigrib, OpenSkiROM propose également des gribes basées sur le modèle Icon et EWAB pour la houle. Par contre, je n'ai pas trouvé de moyen facile pour récupérer les gribes proposées par le Met Office. Si quelqu'un connaît la manière d'y arriver, ce serait gentil de nous le signaler dans les commentaires. Il faut également savoir que Météo Consult propose des gribes de courant, nous allons en reparler un petit peu plus tard. Comme je vous le disais, les gribes proposées par le modèle EWAM sont suffisants pour voir la houle qui se présente au large. Par contre, quand nous voudrons avoir une vision plus détaillée autour des lochs et des îles, nous verrons les limites du modèle. Si les gribes de courant proposées par Météo Consult sont utiles au large, on va vite toucher leurs limites lorsqu'on va vouloir regarder dans les zones et au fond des lochs. Nous verrons un petit peu plus loin une manière de contourner ce problème. Les marées. En général, elles sont plus faibles que ce qu'on peut rencontrer en Seine ou en Bretagne. L'amplitude est maximum de 4 ou 5 mètres. Il faut faire attention au niveau bas qui est proche du zéro des cartes. Côté source, en plus du Reed's Nautical Almanac, l'Admiralty propose un Admiralty Tide Almanac. On peut également avoir accès aux marées en ligne pour la semaine en cours sur le site easytide.admiralty.co.uk. Quant au courant, nous pourrons utiliser notre logiciel de cartographie sur tablette ou sur ordinateur pour avoir les informations. Lors de la préparation, il faut prêter attention au décalage horaire qu'il peut y avoir entre la Grande-Bretagne et le lieu où l'on est. Au début du Nautical Reed Almanac, nous avons une vue générale des courants et au début de chaque zone, nous aurons une vue plus précise des courants la concernant. Voyons maintenant quelques endroits où les courants sont particulièrement importants. Voyons tout d'abord les courants autour du Mull of Kintyre, en face de l'Irlande du Nord. On se rend compte que ces courants peuvent atteindre 3,4 nœuds en période de vives eaux.
Lorsqu'on étudie les courants plus précisément dans cette zone, on se rend compte qu'il y a un phénomène de contre-courant le long de la côte et donc une grosse zone de turbulence entre les deux. En remontant vers le nord, nous allons rencontrer le Corrivre Rekan, qui est l'un des courants les plus puissants de la zone. Il faudra donc l'aborder avec précision. Sinon, on risque de se retrouver à faire demi-tour. Quand on l'étudie, on se rend compte qu'il y a des turbulences produites assez largement en amont et en aval de cette zone, ainsi que l'on peut voir sur les cartes. Quand on étudie plus précisément ce courant, on se rend compte qu'en une heure, on peut passer d'un courant fort sortant vers un courant rentrant qui ne sera pas négligeable. Cette petite vidéo explique d'où vient la puissance de ce courant. On the western entrance, a basalt pinnacle rises from depths of 70 meters to 29 meters, and lying to east, directly in front of the pinnacle, is a deep hole in the seabed with a depth of 219 meters. As the water flows into the gulf, it falls into this hole and then encounters the steep face of the pinnacle, causing a massive upwelling surge of water to rise to the surface. On a flood tide, this surge meets swells entering the gulf from the west and creates standing waves up to 9 meters high. These are not like normal waves as they form directly over the pinnacle. En continuant de remonter vers le nord, nous retrouvons une zone de courant importante autour de Skye. En étudiant heure par heure l'évolution de ce courant, nous pourrons choisir le moment le plus propice pour faire notre navigation. À la rencontre de différents sounds, les différents courants vont produire des turbulences, ainsi que nous pouvons le voir au nord et à l'est de Mull. Même des sounds plus petits vont créer des turbulences à leur entrée et à leur sortie. Enfin, le courant le plus puissant est celui qui se retrouve entre le nord de l'Écosse et les Orcades. En vives eaux, il peut monter jusqu'à 12 nœuds. Une bonne manière d'éviter les courants les plus puissants et de raccourcir les distances est d'utiliser les canaux écossais. En plus de simplifier la route, la navigation sur ces canaux permet de naviguer de façon différente dans un cadre bucolique. Le site de référence des canaux écossais est le scottishcanals.co.uk, sur lequel on trouvera toutes les informations nécessaires pour préparer sa navigation ainsi que réserver les passages. Il y a deux canaux sans limite de hauteur. Le Caledonian Canal, qui permet de traverser le nord de l'Écosse entre Inverness et Fort William, en passant par le bien connu Loch Ness. Ce canal est assez long, il faudra compter plusieurs jours pour passer de Fort William à Inverness. Ensuite, il y a le Crinan Canal qui permet d'éviter le Mull of Kintyre. Ce canal est beaucoup plus court, 9000. Il y a également deux autres canaux avec une hauteur limitée à 3 mètres. Union Canal qui permet de rejoindre Édimbourg depuis Falkirk. Le Forth and Clyde Canal qui permet de relier le Forth and Clyde jusqu'à Falkirk en passant par Glasgow. Ils sont ouverts de début avril à fin octobre, sauf le Caledonian Canal qui est ouvert toute l'année. Les écluses sont fermées en soirée à partir de 17-18 heures. Il faut savoir que les tirants d'eau peuvent être réduits parfois en été. Et donc il faudra consulter le site des canaux écossais régulièrement pour vérifier que le passage est possible avec le bateau dont on dispose. Leur coût d'utilisation n'est pas négligeable, il faut compter 150 à 200 livres pour le Crinan Canal suivant la longueur du bateau. Pour terminer, quelques formalités douanières. Depuis que le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne, il faut un passeport en cours de validité. Il faudra également déclarer ses navigations sur un site dédié aux plaisanciers. Bien entendu, comme nous sortons de France, il faudra avoir un CRR, un certificat de radiotéléphoniste restreint valide. Les sites de référence sont disponibles au début du Nautical Reads Almanac. Je vous remercie de l'attention que vous avez portée à cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour préparer vos navigations, et je vous laisse quelques vues que nous avons pu prendre lors de nos 3 semaines en Écosse.